pourriez-vous nous présenter les principales dispositions de la loi Sapin? La première loi avec comme objectif principal de lutter contre la corruption sur le territoire français. Oui. D'autorité française par des entreprises françaises. En particulier liées au financement de campagnes électorales ou liées au financement des partis politiques. Ça, ce travail a été fait, je crois qu'il a été efficace. Ça n'empêche pas qu'il y ait encore des affaires de corruption, mais elles sont identifiées, elles sont combattues. Mais il manquait quelque chose de très important dans la panoplie française. Laquelle? C'était la lutte contre la corruption internationale, transnationale. Une entreprise française qui, pour conquérir un marché à l'étranger, et très souvent dans les pays en développement ou les pays émergents, acceptait la contrepartie de corruption. Et donc nous avons voulu, parce que c'était très mauvais pour l'image de la France. Dans le cadre de cette deuxième loi. C'est la deuxième loi qui s'est attachée principalement à cela, en respectant les conventions internationales de l'OCDE, mais nous étions en retard. La France était mal classée dans les classements de l'OCDE, dans les classements des ONG dans ce domaine-là. Et les entreprises françaises elles-mêmes m'avaient dit on ne peut plus continuer comme ça. Parce que la mauvaise image de la France, c'est aussi une atteinte à notre compétitivité d'entreprise. Donc nous avons besoin d'une législation qui soit renforcée et plus efficace dans la lutte contre cette corruption transnationale. C'est ça le cœur de la loi Sapin. Prévoyez également la création d'une agence française anticorruption? Alors le meilleur moyen de lutter contre la corruption, c'est d'éviter qu'il y en ait. Et donc de prévenir cette corruption. Et de mettre en place des mécanismes de prévention de la corruption dans les entreprises. Donc il y a maintenant une obligation pour les entreprises françaises de mettre en place des mécanismes de formation de leurs salariés, des mécanismes d'alerte interne au cas où un phénomène de corruption serait détecté, d'analyser ce qu'on appelle la cartographie, d'analyser les risques à l'étranger, les pays plus risqués que d'autres, de bien s'interroger sur leurs intermédiaires, quelle est la qualité de ces intermédiaires. Donc c'est l'Agence française anticorruption qui est chargée de vérifier la bonne mise en application de cette disposition. Et il y a même... Il y en a d'autres dispositions qui stipulent l'entrave à l'alerte? Dans ce domaine, il y a aussi dans la protection des lanceurs d'alerte, un statut global pour les lanceurs d'alerte. On avait des statuts un peu éparpillés en fonction des domaines. Maintenant, il y a un statut très précis, ce qui peut aider évidemment les entreprises à prévenir les phénomènes de corruption. Le deuxième grand sujet de la loi Sapin, c'est de lutter contre des faits de corruption. Quand ces faits ont été commis, de lutter de manière plus efficace. Et on a mis en place un dispositif qu'on appelle la CJIP, la Convention judiciaire d'intérêt public, qui permet à une entreprise d'elle-même de dire, voilà, je m'aperçois qu'il y a un problème à tel endroit, je vais voir le procureur de la République et je vois avec lui comment on règle cette question. Évidemment, des faits sont répréhensibles. Évidemment, les gens qui ont été à l'origine de ces faits doivent être condamnés. Évidemment, l'entreprise doit être condamnée à mettre en place, sanctionnée éventuellement. Oui. Mais j'y vais de moi-même, je vais essayer de régler la difficulté. Et ça permet, c'est peut-être le troisième sujet de cette loi Sapin, une meilleure coordination avec les juridictions étrangères. Je pense en particulier aux juridictions américaines. Je veux dire simplement, il y avait des entreprises françaises qui étaient, pour des faits de corruption à l'étranger, condamnées par des juridictions américaines sans l'être par des juridictions françaises. Il y a là quelque chose qui n'est pas acceptable. Parlons de la Tunisie. Vous avez été parmi les nombreuses fonctions que vous avez occupées, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État. Pensez-vous que par rapport à la Tunisie, il faudra penser à réformer l'État, à l'administration, pour pouvoir appliquer des programmes préventifs de lutte contre la corruption? Moi, je sais une chose, c'est qu'on ne peut pas arriver dans un pays en disant « je vais vous dire où est la vérité et comment il faut faire ». Il faut absolument éviter d'être donneur de leçons. Nous avons tous à apprendre les uns des autres, et pour certains pays qui sont plus récemment entrés dans la démocratie, plus récemment entrés dans des marchés transparents et dans une économie plus mondialisée, il y a besoin de temps et il y a besoin de volonté politique. Mais dans tous les pays, chez nous comme en Tunisie, oui, la mise en œuvre de toutes ces réglementations et législations, elle passe par une administration efficace. Et évidemment, quand il s'agit de corruption, je dirais, d'agents publics au quotidien, ça demande une volonté politique. Concrètement, pensez-vous que ça soit possible dans une démocratie naissante telle que la Tunisie? Il ne faut pas vouloir arriver au paradis en un seul instant. Il faut accepter de s'inscrire dans la durée.
Mais il faut à la fois une volonté politique, je sais qu'elle existe dans ce pays. On voit bien aujourd'hui, il y a une campagne électorale, cette volonté est exprimée par tous, tous les candidats, oui. De lutter contre la corruption. Il faut la volonté politique, il faut ensuite les moyens administratifs de mise en œuvre de cette volonté politique et d'accepter de le faire dans la durée. Et c'est souvent une contradiction entre l'impatience des citoyens et le temps qu'il faut pour arriver dans un domaine comme celui-ci à, si ce n'est éradiquer, en tous les cas, faire considérablement diminuer la corruption. Donc, je ne suis pas un conseiller. Vous voyez, on parle des 2 lois Sapin, et elles sont à 20 ans de distance, et on avait déjà mis du temps pour adopter la première, donc je ne vais pas être en train de vous dire, vous allez arriver en 1 an ou en 2 ans à régler ce problème, mais il faut l'inscrire dans Juste nous présenter un modèle qui ne soit pas évidemment greffé, parachuté sur la situation tunisienne, mais pour avoir une idée sur ce qui se passe en France en ce moment, dans la lutte contre la corruption. Ça permet aux uns et aux autres, de même que nous sommes, quand j'étais ministre, j'ai été voir d'autres pays, j'ai regardé ce qui se passait aux États-Unis, ce qui se passait en Angleterre, ce qui peut se passer en Allemagne ou aux Pays-Bas, et fort de ces expériences, on crée ensuite son propre système. Je dis souvent, c'est la lutte à la corruption, contre la corruption à la française, en respectant les principes français. Chaque pays doit respecter ses propres normes et son propre rythme. Et sa propre souveraineté qui doit être respectée. Mais la volonté elle-même doit être la même. La volonté politique et un attirail législatif adéquat. La volonté politique, les outils juridiques et la mise en œuvre effective par chacun et chacune dans sa place et dans sa... Vous savez, monsieur le ministre, que c'est au niveau de ce 3e point que ça bloque la mise en œuvre. Mais dans tous les pays, c'est la question. Tous les pays, on adopte une loi, elle est belle, très bien. Alors Sapin 2, s'il n'était pas appliqué efficacement par l'AFA, l'Agence française anticorruption, par le parquet national financier, par les entreprises elles-mêmes qui le mettent vraiment en application, elle ne donnerait rien. Donc il faut bien sûr les outils juridiques, mais il faut ensuite cette ténacité pour que progressivement, partout, ces lois soient respectées, mises en œuvre. C'est l'intérêt de tout le monde. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de domaines où la probité publique, l'éthique publique, lutter contre la corruption des agents publics, rejoint l'efficacité économique. Ben là, c'en est un. Si on veut que les entreprises tunisiennes en Tunisie, si on veut que les investissements étrangers en Tunisie puissent se développer dans de bonnes conditions, il faut aussi lutter contre la corruption. Il faut de la visibilité, il faut de la sécurité juridique, il faut du long terme, et c'est ce long terme qui donne la stabilité et la confiance nécessaires. Merci, monsieur le ministre. Merci.